Ce que je vais vous dire déjà tout de suite, c'est que si vous me trouvez un peu froide, alors que vous auriez peut-être pu penser que je serais avec des trémolos dans la voix, j'avoue franchement que moi-même je m'étonne, mais il y a une chose certaine, c'est ce que vous allez voir. Auschwitz, moi je ne connaissais pas. Je ne sais même pas si j'en avais entendu parler quand j'étais à Birkenau. Mais quand j'ai visité Auschwitz, ça ne m'a fait. J'étais pas émue parce que naturellement, moi, j'ai tellement vu de choses affreuses que pour m'émouvoir, il faut vraiment, je crois, aller très très loin. Donc, voir Auschwitz, toutes ces vitrines et tout, ça ne m'a pas du tout. J'étais pas émue. La seule chose qui m'a émue, c'est de voir l'histoire de la chambre à gaz. Ça, oui, terriblement, parce que j'ai appris comment, par le fait, avait terminé mon père et mon petit frère, alors que je m'étais imaginé que c'était pas comme ça. Mais par contre, Birkenau, vraiment, ça ne me fait absolument rien parce que ce que vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que moi j'ai vu. Je voudrais quand vous serez à Birkenau, je voudrais que vous ne voyez pas ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez, ça va vous décevoir. Birkenau, il n'y a rien à voir. Birkenau, il y a à sentir. Birkenau, il faudra que vous pensiez que chaque fois que vous faites un pas, il y a quelqu'un ici qui est mort, sous les coups. Vous allez marcher non pas sur un sol, c'est sur les cendres des millions de personnes qui sont mortes à Birkenau. Et c'est quand vous voyez Birkenau, c'est ça qu'il faut que vous ayez dans votre tête et non pas ce que vous voyez. On voit des baraques, quelques baraques, beaucoup de cheminées. Moi, c'est pas quelques baraques que j'ai vues. Moi, c'est des centaines de baraques. Moi, je n'ai pas vu le sol maintenant qui est protégé par des grillages. Moi, j'étais dans la boue. Moi, je n'ai pas vu des allées vides. Il y avait toujours des groupes qui travaillaient, qui étaient sous les coups, des groupes qui étaient, vous aviez toujours une capo qui était là, la capo, vous avez dû apprendre, c'était celle qui surveillait le travail. Vous aviez les aides de la capo, tous avec des schlags, c'est-à-dire avec à côté, pendus à leur taille, des bâtons, et qui leur servaient à tout bout de champ. Ben, tout ça, vous ne le verrez pas. Mais comme je vous en parle, essayez de fermer les yeux et de vous imaginer ce que c'est. Et à ce moment-là, à Birkenau, on n'a pas envie de courir et de folâtrer comme certains il y a longtemps. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, ça ne se fait plus beaucoup parce que les élèves ont été préparés par leurs professeurs et savent pourquoi ils viennent. Hein. Donc, c'est vrai, un peu froide. Seulement, moi, je suis moi-même à essayer de me rappeler où j'étais, je ne me souviens pas. J'ai travaillé un peu partout dans le camp, et moi, chaque fois que je sortais, vous verrez, il y a plein de petites portes. Chaque fois que je sortais d'une porte, moi, je croyais que j'étais en dehors du camp. Je ne m'imaginais même pas que Birkenau était si grand, si étendu. Vous allez voir les baraques, vous allez voir ce que j'ai découvert et que jamais jusqu'à la fin de mes jours je n'oublierai. L'image l'odeur, cette odeur, vous ne pourrez jamais la sentir. Uniquement que ceux qui sont passés dans ce camp. Parce que comment traduire une odeur de chair brûlée, comment traduire une odeur de... Non, on ne peut pas. Vous avez des sculpteurs qui ont fait des sculptures qui représentent bien ce que c'était que la déportation. Vous avez eu des gens qui ont su dessiner au retour et leur dessin, c'est vraiment les scènes que j'ai vues. Mais vous ne le verrez pas ça. Mais l'odeur, alors impossible, on ne peut pas la décrire. Moi-même, j'aimerais avoir beaucoup de vocabulaire pour pouvoir parler, exprimer tout ce que j'ai vu, ressenti, mais ça, je ne sais pas non plus. Hein. Alors, ce que je peux vous dire, peut-être que vous allez savoir, j'ai été déportée à l'âge de 19 ans. J'étais avec mon père qui en avait 61, mon petit frère qui avait 12 ans et mon neveu qui avait 14 ans. De nous quatre, je suis toute seule à être rentrée. L'année d'avant, ma sœur aînée avait été déportée aussi. Je n'ai jamais trouvé de trace d'elle. En 1942, il y a eu une rafle à Paris où mes beaux-frères, mes oncles,
des cousins. En tout, dans notre famille, 15 personnes ont été déportées, et c'est pas beaucoup à côté de certaines familles. Eh bien, je suis toute seule à être revenue. Vous dire que j'en ai parlé au retour, c'est faux. Jamais je n'en ai parlé. Pourquoi maintenant je viens et comment j'ai fait pour venir? Un hasard a voulu que je rentre dans l'immeuble où mon association siégeait. C'était avenue Parmentier. J'étais veuve à la retraite. Un beau jour, je suis rentrée dans ce local. Et puis je me suis attachée aux personnes qui y étaient. C'est tout un groupe de femmes qui s'étaient connues à Drancy, qui s'étaient revues au camp, qui avaient travaillé ensemble à l'usine de l'Union, d'ailleurs on passera devant cette usine, et qui se sont retrouvées, elles ont fait la marche de la mort ensemble, donc il y avait quelque chose de très très fort qui les unissait, et moi je suis arrivée là-dedans, un peu si vous voulez le canard boiteux. Moi j'étais pas du tout de l'Union, moi j'étais en hausse commando, c'est-à-dire c'est le commando des bagnards. J'ai cassé des pierres. Si vous vous tordez sur les pieds, sur les chemins de Birkenau, c'est de ma faute. J'ai mal travaillé. Les fossés que vous allez voir, je les ai creusés, mais sans savoir à quoi ça allait servir. J'étais un robot qui faisait ce qu'on lui demandait sans chercher d'explications. Mais de toute façon, les explications, on n'avait pas à en demander non plus. Hein. Vous posiez une question, vous receviez un coup comme réponse. Donc, vous avez peut-être essayé une fois ou deux, puis après vous abandonniez. J'étais carrément un robot. Quand on me demande à quoi vous pensiez, eh bien ma foi, je crois que j'ai la chance de dire que je ne pensais à rien, et je crois que c'est ça qui m'a servi. Pensez à quoi quand vous êtes dans un endroit pareil? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Mais demain vous serez peut-être mort. Qu'est-ce que vous allez faire dans une heure? Mais dans une heure vous serez peut-être mort. La mort, c'est sur toutes les têtes des déportés qui étaient là. À tout bout de champ, vous risquez de tomber sur les coups des capots, des Blokova. Vous pouviez risquer aussi d'aller avoir affaire à une sélection. Une sélection, c'était à un moment donné, comme ça, au hasard, ils arrivaient dans un bloc, ils faisaient sortir les femmes, les mettre nues, et comme ça, ah, celle-ci, elle a des boutons, allez, elle va aller à la chambre à gaz. Et ce qui était très dur, justement, c'est que quand vous étiez désigné pour une sélection, et ça, on était à la merci à tout bout de champ de ça, c'était, vous saviez ce qui allait vous arriver. Alors que ceux qui sont arrivés, quand on est arrivé avec les wagons, on est descendu les wagons, il y avait des camions qui étaient là pour recevoir les gens qui ne pouvaient pas marcher. Eh bien, on leur disait, ils allaient aller à la douche. Et donc, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire d'eux. Quand est-ce qu'ils se sont aperçus que c'était dangereux, que cette douche était... Je ne sais pas, parce que personne n'est sorti de cet endroit pour dire ce qu'il en était. Personne. Il y avait des commandos qui s'appelaient le Sonder Commando, qui étaient chargés de sortir ces gens de la chambre à gaz. Et ceux-là voyaient les gens, mais une fois morts. Et ces gens-là, ces commandos-là, étaient chargés de leur retirer leurs cheveux, de récupérer les dents en métal, de récupérer les bijoux, de récupérer tout ce qu'ils pouvaient récupérer sur un être. Et tout, avec les cheveux, vous allez voir, on faisait des tissus. Avec l'or, ils le fondaient pour en faire les bijoux. Tout était bon dans les cadavres. Et après, naturellement, ils les brûlaient et les cendres étaient éparpillées sur le sol de Birkenau-Auschwitz. C'est pour ça que quand on vient au printemps, vous avez une herbe extraordinaire, verte, épaisse. C'est presque joli, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on n'emmène pas les gens cette période-là. Moi, j'ai été arrêtée non pas comme résistante, et quand je trouve que les déportés résistants ont le droit à votre admiration, parce que eux prenaient des risques, ils savaient ce qu'ils risquaient et ils le faisaient quand même. Moi, j'ai simplement été arrêtée parce que je suis née juive et que pour les nazis, être juif, c'était vraiment une tare. Être communiste, c'était pareil. On était des gens
à éliminer. Donc ils ont tout fait pour nous éliminer, mais quand ils pouvaient profiter du travail de ces déportés, ça leur faisait de la main-d'œuvre à bon marché. Vous dire qu'on a bien travaillé, ça c'est autre chose. Je vous ai dit déjà, vous verrez les routes comment elles sont faites, elles sont pas belles. Mais bon, on leur a servi quand même. Ceux qui ont travaillé en usine ont quand même réussi à faire quelque chose pour eux. Mais une fois qu'on avait fini, qu'ils avaient profité de nous jusqu'à la fin de nos forces, et bien là, de nouveau, on mourait de fatigue, de faim, parce que la nourriture, en quoi ça consistait? Eh bien, le matin, le réveil était à 6 heures, à 3h30 du matin, c'était le réveil. Vous aviez le droit, il fallait aller à l'appel. Ceux qui n'étaient pas à l'appel, ça ne veut pas dire qu'ils avaient la grasse matinée, c'est simplement parce que ou elles étaient malades ou elles étaient mortes. Malades, il fallait quand même qu'elles sortent, et mortes, eh ben, il fallait que les copines les prennent, les traînent et les jettent comme du linge sale au coin des blocs. Ensuite, vous aviez, une fois que l'appel était fait, que tout le monde était compté, c'était assez rapide le matin, parce que la Blokova, c'est-à-dire celle qui dirigeait le bloc, celle-ci, avec nous à compter. Et c'était assez rapide, et donc après il y avait la distribution d'une espèce de liquide qu'on appelait café. C'était de l'eau chaude, qui aurait pu être chaude, mais arrivée à nous, elle était tiédasse. Et ensuite, alors, on repartait, de nouveau, là, alors, on nous emmenait aux toilettes, parce qu'on n'allait pas aux toilettes quand on voulait. Et quand je dis toilette, hein, vous allez voir que c'est vraiment du luxe, parce que j'avoue franchement que quand je suis arrivée et que j'ai découvert cette salle, je me demandais si c'était du lard ou du cochon. Imaginez, en prison, quand on allait aux toilettes, on était isolé. En toilette, on y va seul, on n'y va pas en groupe. Et bien là, vous avez un bloc où toutes les femmes font leurs besoins en même temps. Et dans ce bloc qui était de la terre battue, mais malheureusement pas que de la terre battue, parce que tout le monde est atteint de dysenterie. Dans tous les endroits comme ça, c'est la loi du plus fort. Vous avez réussi à avoir un trou pour vous asseoir, eh bien vous en avez une qui est plus costaud que vous qui vous sort. Donc il y avait sur le sol autant d'excréments que normalement aurait dû être dans le trou. Ce bloc était souillé et souvent on ne voulait pas s'asseoir. Mais vous aviez la directrice la chef de ce bloc, qui était malodorant naturellement, eh bien elle trônait là et elle se faisait sa popote là. Et quand elle apercevait quelqu'un qui restait le derrière en l'air parce que l'endroit où elle était sale et qu'elle ne voulait pas s'asseoir, eh bien elle se précipitait exprès, méchamment, pour vous asseoir dessus. Je peux vous dire que nous n'avions pas de culotte. Que maintenant, quand on va aux toilettes, je râle, papier trop léger, trop fin, trop raide, tout ça. Eh bien, pendant 15 mois, et je me demande comment j'ai fait, j'avoue franchement, jamais on a eu un bout de papier seulement pour s'essuyer. Quand je pense à tout ça que je vous parle, je me vois, et en même temps, je me dis, mais comment qu'on a pu faire? J'avoue franchement que j'en reviens pas moi-même. L'être humain et les gens qui me disent moi j'aurais pas pu, on sait pas. L'être humain a des... Mais je dis on a résisté à ça, mais combien? Nous, de 60, je sais plus combien, 76 000 qui sont partis de France, on est rentré en tout 2005. Alors quand même, il y en a beaucoup qui n'ont pas résisté. Hein. On travaille, alors après, on travaillait selon le commando que vous aviez, parce que les commandos, c'est pas nous qui les choisissions, c'était le hasard. Le hasard a voulu que je tombe dans le plus mauvais. Donc, on partait au travail vers 4-5 heures du matin. Et là, on travaillait jusqu'à midi. À midi, vous aviez la distribution de la soupe. C'était un peu le même genre que l'eau chaude du matin, seulement elle avait changé un peu de couleur. La capo qui vous distribuait la soupe avait à côté d'elle un petit récipient, et si par hasard dans votre louche qu'elle vous mettait pour vous, il y avait quelque chose qui flottait, eh bien elle plongeait sa main dedans et elle le récupérait pour elle. Je me souviens la première fois que j'ai vu qu'elle a fait ça, devant moi il y avait
une déportée, et qui me dit, mais c'est à moi ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la louche, elle l'a jetée par terre, et elle lui a dit, maintenant, si tu veux, tu lèches. Du coup, après, elles auraient pu laver les mains dans nos DQL, eh bien, on n'aurait rien dit. On a tout de suite été, on a compris ce que c'était. Il fallait là-bas tout accepter et ne rien dire. On travaillait comme ça jusqu'à 5h ou 6h du soir, c'était selon la clarté du jour. Et quand on rentrait, alors là c'était affreux parce qu'on se traînait naturellement tout le long du chemin tellement on était fatigué. Et puis arrivé aux abords de l'entrée du camp, alors là vous aviez d'un côté l'orchestre, de l'autre côté les SS qui étaient là. Et il fallait absolument être par 5 dans un alignement impeccable. Et être bien droite, la tête tournée vers eux, mais le regard baissé, parce qu'on n'avait pas le droit de les regarder, sinon vous en receviez des coups. Et on passait alors comme si nous étions en pleine forme devant eux, mais je peux vous garantir que 2 minutes après, le passage dangereux, eh bien on se traînait encore jusqu'au bloc. Et là, l'appel se faisait devant les blocs. Et là, l'appel du soir, c'était affreux. On aurait tous voulu s'écrouler. Même si on ne pouvait pas rentrer dans les blocs, parce que quand on ne travaillait pas, il ne fallait pas rentrer dans les blocs. Mais on aurait voulu au moins s'écrouler, pouvoir s'asseoir, se reposer. Non, il fallait être devant, debout, toujours par 5, et dans un alignement impeccable. Et ça durait pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il fallait les 10 000 personnes qui étaient sorties du camp, il fallait les 10 000 qui soient revenus. Alors vous pensez bien, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un voyage organisé, il y a 40-50 personnes dans un car, les gens recommencent 2, 3, 4 fois à compter parce que le compte n'est jamais exact. Alors là, 10 000 personnes à compter, le compte n'était jamais exact. Et avant qu'il soit exact, on restait 2, 3 heures debout, que ça soit sous la pluie, sous la neige, avec la chaleur, ça ne fait rien. C'était affreux les appels. Seulement, après les appels, vous aviez la distribution de nourriture. Et alors là, c'était tout le monde. À Auschwitz-Birkenau avaient tous le minimum de rations et ça, tout le monde l'avait. C'est-à-dire une tranche de pain de 10 cm², si vous voulez, de superficie sur 3 cm² de hauteur, voyez, un espèce de pain noir, mais en Allemagne, le pain est toujours noir, seulement le nôtre avait plus de paille que de farine. Ça fait rien, on adorait notre pain, on l'attendait toute la journée. Sur cette tranche de pain, on avait une petite tranche de margarine. Ça, c'était le repas tous les jours, on avait ça. Vous aviez le droit, 1 fois par semaine, à une petite rondelle de saucisson et une autre fois, une cuillère de marmelade. C'était tout. Certains avaient un peu plus à manger parce qu'elles travaillaient dans des commandos où elles étaient en contact avec de la nourriture ou avec des objets qu'elles pouvaient, on ne disait pas voler au camp, on disait organiser. C'était autrement, hein. Et alors, avec ce qu'elles avaient organisé, il y avait une espèce de petit marché. Tout le monde était au courant, les capots, les Blokova, les nazis. Ils nous laissaient faire. Et après l'appel, pendant une demi-heure, avant le couvre-feu qui se trouvait être à 8h30, 9h, eh bien là, on avait le droit d'aller faire nos petits échanges. Et alors, moi, par exemple, je travaillais les routes. Je ne pouvais rien organiser, seulement, et bien je me suis privée de ma margarine, je me suis privée de ma confiture, je me suis privée de ma petite rondelle de saucisson pour obtenir une écuelle, parce que sinon on avait une écuelle pour 5. Et les premiers jours, boire derrière des gens que vous ne connaissez pas, à guetter pour voir que, attention, elle a eu une goulée trop importante, elle va pas en laisser. On était là à se surveiller. Alors la première chose que tout le monde a fait, c'est essayer d'organiser chacun son écuelle. Pour avoir une écuelle et la garder, qu'est-ce qu'il fallait? De la ficelle. Et bien la ficelle, c'était très précieux. Alors on échangeait la nourriture pour une ficelle. Petit à petit, comme ça, on a été arrivé à améliorer une cuillère. On n'avait pas de cuillère, donc on était des animaux. Les animaux, ça lappe. Alors, donc, ils nous ont pas donné jamais de cuillère. Mais il y en avait dans le camp. Alors, on arrivait, celui qui travaillait, il y avait un commando qui était extraordinaire, c'était le commando du Canada.
Le Canada, pourquoi ce mot-là, Canada, c'était un signe de richesse, je pense, d'opulence, Canada. C'est un vocabulaire qui est né dans le camp. Et le Canada, seul qui avait la chance de travailler au Canada, imaginez que quand on était dans les wagons, lorsqu'on est descendu des wagons, il fallait laisser tout ce que l'on avait. Même les sacs à main, on ne devait rien amener. Et le commando de Canada qui était chargé de ramasser tout ça, amenait dans une à base des camions qui ramenaient tout ce qui avait été récupéré dans des blocs. Il y avait des centaines de blocs du Canada où les femmes et les hommes étaient chargés de trier la marchandise qu'ils avaient récupérée. Ce qui était bien, ça partait en Allemagne, parce qu'il y avait pénurie pour eux aussi, et puis ce qui était moins bien, ben, ça restait pour nous, et c'était pour nous habiller. Parce que nous, les Juifs, on n'avait pas le droit aux costumes rayés, sauf si vous travaillez au contact de personnalités, enfin de chefs. Alors là, vous aviez la robe. Celle qui travaillait en usine, eh ben, travaillait avec des tenues rayées. Mais nous autres, personne n'avait des tenues rayées. On avait des espèces de vieilleries où on était tombé plus ou moins bien. Mais ces vêtements, moi par exemple, je suis arrivée au mois d'avril, on ne m'a jamais donné de vêtements parce que j'allais rentrer en saison d'hiver. Hein. On a toujours gardé les mêmes vêtements. Comment qu'on les lavait, une fois de temps en temps, le soir, on venait nous chercher dans la nuit, on pensait que c'était la sélection, ça y est, c'était la mort. Eh bien non, c'était pour la désinfection. Alors là, ils prenaient nos paillasses, ils prenaient tout. Ce que vous aviez pu organiser, un bout de ficelle, une écuelle, eh bien hop, ça y est, il fallait recommencer parce que c'était de nouveau dispersé. Si vous aviez des vêtements, comme ils vous les emmenaient à l'étuve, ils vous les rendaient, mais souvent le paquet que vous aviez fait était ouvert, et bien vous aviez, c'était perdu, on perdait ce qu'on avait pu récupérer. On parle de solidarité, c'est vrai, dans les camps, je ne vais pas dire que ça n'a pas existé, mais il y avait aussi beaucoup de gens, et on comprend, quand vous n'avez rien du tout, quand vous crevez de faim, eh ben, vous ne le faites peut-être pas avec vos copines, mais vous avez des gens dans le bloc que vous ne connaissez pas, et bien, vous leur fauchez ce que vous avez envie de leur prendre. Ça ne m'est jamais, j'ai jamais fait parce que j'étais trop heureuse, mais je comprends celles qui l'ont fait parce que moi j'étais un petit peu fourmi. Jamais je n'ai mangé ma tranche de pain d'un seul coup. Et souvent je dormais dessus cependant, mais le sommeil était si profond que le matin je me réveillais, je pleurais de rage. Pas pleurer parce qu'on ne sait plus pleurer quand on est dans un camp comme ça. Mais par contre, je pestiférais contre celles qui avaient osé me le faire, mais bon, je la comprenais aussi parce qu'on a faim. L'autre, à votre voisine, vous avez vu qu'elle planquait du pain sous sa tête, et ben, vous allez lui faucher, c'est presque humain. Hein. Et voilà, ça c'était la vie comme ça, et ça a fait ça pendant 9 mois. Mais moi j'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Des circonstances, un contrôle. Le dimanche, on ne devait pas travailler le dimanche après-midi. Eh bien, souvent, c'était des punitions ou c'était des contrôles. Et ce jour-là, un dimanche, il y a un contrôle l'après-midi et on s'aperçoit que j'ai la gale. Alors, on m'a emmené dans le bloc des galeux. Mais si j'étais arrivée 2 mois avant, c'était pas au bloc des galeux que j'allais carrément à la chambre à gaz parce que les boutons, c'était vraiment quelque chose que les nazis craignaient énormément, tout ce qui pouvait être contagieux. Et donc, grâce à cette gale, eh ben, les circonstances ont voulu que je sois là en novembre 1944, le jour où il y a eu un grand rassemblement et on a tous cru que c'était la chambre à gaz qui nous attendait. Non, c'était le départ pour, on ne savait pas où, et en fin de compte, c'était le départ pour Bergen-Belsen. Donc, on a été tout un transport, toujours en wagon à bestiaux naturellement, toujours sans nourriture, pour arriver à Bergen-Belsen. Et là, Bergen-Belsen, les débuts, ça a été pour moi pire, et c'est peu dire, que Birkenau. Je vous ai dit qu'à Birkenau, il y avait une très très grande discipline, que chaque personne avait le minimum de nourriture mais l'avait, alors qu'à Bergen-Belsen, il y a eu une pagaille terrible.
ils ne nous attendaient pas du tout. C'était pas un camp qui était... c'était immense le camp de Bergen-Belsen. Il y avait des prisonniers, il y avait des femmes, les femmes de prisonniers avec leurs enfants. D'ailleurs, quand on les a aperçus, on était jalouses. Comment ça se fait, vous êtes là avec vos enfants? Et elle nous a expliqué, c'était une faveur qu'on avait fait, que les femmes de prisonniers juifs, eh bien, avaient le droit, avec leurs enfants, au lieu d'être déportées à Birkenau, où leurs enfants auraient été gazés, eh bien là, elles étaient avec leurs enfants dans le camp. Et à Bergen, donc, c'est la pagaille terrible. Alors, il y a quand même une distribution de pain, mais les gens, quand il y a une distribution de pain à Birkenau, il fallait être en rang, et les uns derrière les autres. Et s'il y en avait une qui resquillait, elle recevait des grands coups sur la tête ou sur les jambes ou des coups de pied et tout, eh bien, chacun restait les unes derrière les autres. Eh bien, à Bergen, c'était pas ça. Il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait rien. Donc, vous avez eu des femmes qui se sont battues, elles ont eu 2-3 rations, et puis d'autres, eh ben, elles n'avaient plus rien. Ça a été la même chose pour les couvertures. Il n'y avait pas de baraque, il y a eu des tentes installées où des milliers de personnes ont été couchées dans ces tentes-là. Il y en avait une où il y avait des lits superposés. Le jour où nous sommes arrivés, il y a eu une tempête. Cette toile de tente a été arrachée et les gens qui étaient couchés sur leur couche, eh bien, elles ont été blessées. Nous, on était dans une tente avec des milliers de personnes. Quand on est arrivé, il faisait très froid. C'était en novembre, mais là aussi la température était glaciale. La terre, quand on s'est couché, il n'y avait pas de tapis de sol. La terre était gelée, mais des milliers de personnes, on a dormi dans la boue. Mais de toute façon, on était tellement fatigués qu'on aurait dormi n'importe où. Et je me souviens que la nuit, ça a été affreux, vous entendiez des hurlements, parce que comme c'était dans le noir, les gens se montaient sur la tête, sur le ventre, ça a été affreux. À Birkenau, il y avait des water, je vous expliquais comment c'était, vous allez les voir. Et bien à Bergen, c'était autre chose, c'était un fossé avec un tronc d'arbre qui était mis au travers. Je peux vous garantir que moi, je ne l'ai pas vu, mais les gens qui étaient petits ne pouvaient pas avoir les pieds sur le sol. Eh bien, je suis sûre qu'il y en a qui ont dû tomber dans la fosse. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Moi-même, à l'époque, j'étais un peu plus grande que maintenant. Eh bien, j'avais juste la pointe des pieds qui touchait le sol. Mais alors après, par contre, il y a un commandant d'Auschwitz qui est arrivé. Et là, il y a eu de nouveau de la discipline. Et l'avantage alors à Bergen-Belsen, c'est qu'on ne travaillait pas. Donc il n'y avait pas de capot, il n'y avait pas de blokova. On était là on n'était plus dans des koyas, c'était dans des lits superposés, mais alors on dormait toujours jamais tout seul naturellement, toujours en plusieurs. Et là, il y a eu un semblant si vous voulez, de civilisation qui est revenue, parce que on a dit le matin, à quoi vous avez rêvé, est-ce qu'il y en a qui connaissent des pièces de théâtre qui pourraient raconter ou des livres. Et donc il y a eu un petit peu d'échange, ça a changé un peu. Par contre, comme on ne travaillait pas, la nourriture était encore plus faible qu'à Birkenau, mais on a eu quand même là nos petites rations quand même qui sont revenues. Hein. Et puis là, on est resté pendant quelques mois, et en février, il y a eu demandé s'il y a des femmes qui voulaient travailler en usine. Et on a été prévenus et on s'est présenté et on a été bonne pour partir en usine. C'était à Ragun, à côté de Leipzig. Et on est arrivé en fin février à Ragun, où là on a travaillé en usine. Là ça a été le paradis. C'était des petites chambres, on avait chacun notre lit. Dans les chambrées, il y avait une table, des chaises, c'était extraordinaire. On a eu le droit à nos robes rayées parce qu'on travaillait en usine. Et il y avait une salle où on pouvait se laver, il y avait un poêle, c'était le paradis. Hein. Malheureusement, on n'y est pas resté longtemps parce qu'il y avait les Anglais qui arrivaient. Donc les nazis nous ont embarqués avec eux. Et là, on a quitté vers le mois d'avril, on a quitté Ragun, près de Leipzig, pour aller dans un train, on ne savait pas où. On a traîné sur les voies pendant je ne sais combien de jours. Ça a été le train de la mort, si ce n'était pas la marche de la mort. Dans les wagons, les copines mouraient à côté les unes après les autres, tellement on n'a jamais eu à manger, on n'a jamais eu à boire. Les portes ne s'ouvraient pas, on faisait nos besoins sous nous, on était pleines de poux, on passait notre temps à s'épouiller, à tuer les poux, ils étaient énormes.
Il y en avait sur le corps, il y en avait dans les affaires. Et un Allemand, un jour, qui nous surveillait, il y a eu une alerte, le train s'est arrêté, et celui-là a eu la gentillesse d'ouvrir la porte, de déverrouiller les portes, et les peu de survivants qui étaient là, on ne s'est pas levé pour courir, parce que naturellement, on n'avait plus la force, on s'est laissé rouler sur le ballast, et on voulait trouver de l'herbe, au moins quelque chose. Les pissenlits, ben, il n'y en avait pas, mais il y avait un peu d'herbe sale. Eh ben, on a brouté l'herbe comme les moutons. D'un seul coup, on n'était pas beaucoup à pouvoir le faire, malheureusement pour les autres. Et il y a eu un petit mouvement de foule, on s'est demandé pourquoi. C'était une machine qui se vidangeait, donc on avait pu manger de l'herbe. Peut-être qu'il y avait autant de terre que d'herbe, mais on l'a mangé quand même. Et on s'est précipité pour boire quelques gouttes de cette eau de vidange. Et puis l'alerte était terminée, le Posten, l'Allemand qui nous surveillait, est de nouveau fermé les portes. On a rejoint nos morts, on a recommencé notre petit travail dépouillage. Et puis un petit peu après, on est arrivé et on apprend que c'est Theresienstadt. On était en Tchécoslovaquie, Theresienstadt c'est à côté de 30 km de Prague. Le camp venait juste d'être libéré par les Russes. Alors on a été accueillis par des gens qui, depuis, qui nous parlaient gentiment, qui nous aidaient à marcher, qui nous regardaient avec un regard qu'on n'avait pas connu depuis 15 mois, de qu'on était arrêtés. On se traînait, ils nous ont embarqués dans des bâtiments, je me souviens, et alors là, le miracle, des lits avec des draps, vous vous rendez compte, des draps, on ne savait même plus ce que c'était. Chacun avait son lit, chacun avait ses draps. C'était des petites chambres, c'était des petits dortoirs. Et là, il y avait une serviette de toilette au pied de nos lits avec un peigne de... Oh là là, c'était le paradis. Alors là, c'était vraiment le paradis. Et là, j'ai pas pu l'apprécier beaucoup. Je me souviens juste de ça, de ces lits, de ces draps. Je me souviens que quelqu'un est venu à côté de moi, m'a tâté les membres, que ça m'a fait très très mal. J'ai entendu le mot typhus. Et puis, on m'a embarqué dans une salle. Et là, la honte de nouveau, parce que j'avais eu très très honte à l'arrivée de Birkenau d'être nue devant des gens que je ne connaissais pas, et même si c'était des femmes. Et là, de nouveau, je suis nue sur une table, et de nouveau, on me rase les poils parce qu'ils avaient repoussé, on m'enlève mes cheveux parce qu'ils avaient repoussé, et de nouveau, je n'ai plus de cheveux, j'ai plus de poils, et je suis devant une pièce où tout le monde passe, on croirait un hall de gare, et moi je suis toute nue, étalée sur une table, et je ne sais même pas si c'est pas un homme qui me rase, mais la honte était de nouveau tout ce que j'avais ressenti. Mais là j'étais tellement mal que je n'ai pas pu ressentir longtemps. Et puis combien de temps je suis restée comme ça, je n'en sais rien, je ne le savais pas du tout même, et j'ai trouvé au bout de là il n'y a pas tellement longtemps quand même, une amie qui elle avait tout de suite, en rentrant en 46, a eu l'idée de gribouiller sur un cahier ses souvenirs. Donc elle avait toutes les dates précises, elle se rappelait de tout, et elle a noté toutes les dates. Et donc moi j'ai su ainsi comme ça que j'étais restée 3 semaines on est un peu dans le coma si vous voulez. Quand on a le typhus, c'est une fièvre très très forte. Ce sont les Russes qui me soignaient, et un jour, comment que j'ai appris, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai appris que c'était le dernier camion qui rapatriait les Français qui partait de Theresienstadt. Donc j'étais avec une amie française aussi. Toutes les deux, comment qu'on a su, je ne sais pas. Comment qu'on a été habillés, je ne sais pas. Mais je sais qu'on s'est retrouvés dans ce camion. Et alors que je ne me rappelle pas des coups que j'ai reçus. La douleur des coups, on en a tellement reçu que je ne me rappelle plus. Les scènes sont très présentes, mais je ne ressens pas la douleur. Mais par contre, alors, le voyage en camion, alors que je n'ai plus que les os et la peau sur les os, hein,
Je ne sais pas, quand je suis rentrée, je pesais 28 kilos. Mais quand j'étais malade, là, je pense que je vais peut-être en faire 25 ou 26, je ne sais pas. Donc j'avais uniquement que la chair sur les os. Eh bien, ce voyage, j'ai encore dans les fesses, dans le dos, tous les chocs de la route, ça, je le ressens encore. Hein. Et puis, je suis arrivée, on a pris l'avion à Tilsen, c'est l'aéroport à cette époque-là de Prague, à côté de Prague. Et là, on a été embarqué en avion sanitaire, on est arrivé à Lyon. À Lyon, celles qui n'étaient pas malades se promenaient en ville. Quand on était à Bergen, je me souviens, là on parlait un peu, et la plupart c'était des recettes de cuisine qui se racontaient, et toujours disaient, quand on va rentrer, parce que personne pensait mourir, eh bien on va acheter un grand pain fantaisie, on va l'ouvrir en deux, et on aura dedans des œufs, des sardines, du thon, du saucisson, du pâté, et on bavait, vous savez, on le voyait ce pain, tout le monde bavait de ça. Eh bien, il y en a qui l'ont fait, mais malheureusement, elles ont été malades. Hein. Moi, j'étais trop malade, je devais rentrer à l'hôpital, mais je suis là à attendre mon transfert à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent nous voir avec des... Je croyais que c'était une dame qui allait me montrer encore une photo pour demander si je connais. Je m'apprêtais à répondre, qu'on ne connaissait pas tout le monde. Non, elle s'approche de moi, mais elle me dit, mais t'es pas une fille Charkaski ? Mais je suis étonnée qu'elle me reconnaisse. Mais je dis, bah si. Alors elle me dit, bah écoute, t'inquiète pas, ta mère, tes sœurs ont retrouvé l'appartement à Paris. Elles t'attendent. Et du coup, bah, l'hôpital, ils m'attendent aussi. Il y avait des trains qui partaient. J'ai pris le train. À cette époque-là, de Lyon à Paris, il fallait passer toute la nuit. Et ben, j'ai pris ce train. Je suis arrivée le matin à la gare de Lyon. Tout le long des trajets, le train s'arrêtait, la Croix-Rouge nous donnait des brioches, du pain, et moi, naturellement, je ne pouvais rien avaler, mais par contre, jamais j'aurais laissé le pain. Donc, quand on est parti de Theresienstadt, on s'est arrêté à un moment donné dans un château entre Theresienstadt et l'aéroport. Et là, il y a des gens qui ont ouvert les armoires du château et qui ont découpé des draps pour nous couvrir la tête puisqu'on n'avait pas de cheveux. Et moi, avec ce petit bout de chiffon là, ça m'a servi de sac à provisions. Et tout ce qu'on me donnait le long du chemin, eh bien, je l'emmagasinais. Vous pensez que c'était précieux. Jamais, jamais je n'aurais laissé ne serait-ce qu'une petite croûte de pain dans le train. Et j'ai débarqué à Paris avec mon petit paquet, mes cheveux sans cheveux. Comment j'étais habillée, j'en sais rien non plus. Et des autobus nous attendaient pour nous emmener à l'hôtel Lutetia. Là, à l'hôtel Lutetia, il a fallu décliner pendant des heures et des heures nos identités. Ils avaient peur qu'il y ait parmi nous des nazis qui se faufilent. Alors, c'était toujours les mêmes questions à tous les bureaux qu'on nous posait. On commençait à en avoir marre. Moi, j'avais des jambes qui avaient triplé de volume. Je me rappelle que j'enfonçais mon doigt, il s'enfonçait jusqu'à la paume de la main tellement c'était gonflé. Je tenais plus debout, mais dès que j'ai été libérée, j'ai pas cherché mon reste. J'avais seulement envoyé un télégramme à mes parents, mais bon, ça n'allait pas si vite que ça. Donc, je voulais pas attendre à Lutetia. Dès que j'ai eu rempli mes questionnaires, je suis partie en autobus. On m'a déposé au coin de la rue et j'ai débarqué à Paris. S'il y a des gens qui m'ont croisé dans la rue, ils ont dû se demander qu'est-ce que c'était que ce fantôme qui arrivait. Je ne m'étais jamais vue dans une glace. Hein. Donc j'arrive à la maison, je croise la concierge qui me dit « Ah, Gilbert !» Parce que mon petit frère, elle l'avait quitté à 10 ans, ça faisait 42 ans, donc il aurait eu 12-13 ans au retour comme ça. Eh bien, moi j'en avais presque 21. Elle m'a dit « Gilbert », elle m'a pris pour un petit garçon. Alors que j'avais déjà 21 ans presque. Elle me dit, bah, ta mère est là-haut, je monte. Je suis tombée dans les bras de maman, naturellement. Moi, j'ai pas pleuré, hein. On pleure plus, je vous ai déjà dit, on pleure pas. Bah, pour maman, naturellement qu'elle a pleuré. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à quelqu'un qui rentre? Elle n'allait pas me demander comment tu vas. Donc, elle ne m'a pas demandé, elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a seul dit, demain, on doit me donner des nouvelles de ton père et de ton frère. Et ça, c'est un remords
qui m'a pas pris tout de suite, mais qui maintenant me poursuit, mais c'est trop tard, hein. Eh bien, au lieu de gentiment préparer maman et de lui dire, tu sais, enfin la préparer tout doucement, mais pas faire comme j'ai fait, je lui ai dit, on ne peut pas te donner des nouvelles de papa et de Gilbert, ils ont été directement à la chambre à gaz et on les a brûlés. Pauvre femme, jamais elle ne s'est plainte de ce que j'ai pu faire. C'était très dur ça. Maintenant, moi je me rends compte, mais à l'époque je ne me rendais pas compte. J'ai tellement vu de morts, côtoyer des morts, voir les enfants qui partaient descendre du train en sautillant, sachant que dans une demi-heure, ils seraient dans la chambre à gaz et que ça ne me faisait rien. Je regardais ça comme même pas comme un spectacle, je regardais même pas, on en voyait tellement, que du cœur, j'en avais pas. Eh bien, je lui ai jeté ça à la figure. Cette pauvre femme, jamais, jamais, elle ne s'en est plainte. Jamais. Hein. Et moi, c'est après, bien après. Oh là là, c'est pas tout de suite que j'ai eu du remords. C'est même pas, elle est morte 7 ans après, même pas 7 ans après. Il y a quelques années, comme ça, je me suis mis à avoir plein de remords sur ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai pas fait, et puis voilà. Et puis bon, après, ben, j'ai retrouvé mes sœurs qui ont fait la même chose. Elles m'ont dit, elles m'ont pas demandé comment tu vas, rien du tout. Elles étaient près de moi. Et la seule chose, et ça c'est quelque chose qui me reste tout le temps, je suis naturellement, je suis pas restée debout, je me suis couchée. Il y avait un canapé dans la salle à manger, je me suis allongée là-dessus. Et mes sœurs autour de moi qui m'ont dit, tu sais, on a appris des chansons, on va te les chanter. Et elles m'ont chanté, à cette époque-là, c'était Le Petit Vin Blanc et Le Chant des Partisans. Et mes sœurs qui chantent faux, je les vois toutes les trois là, autour de moi. Alors maintenant, quand j'entends Le Petit Vin Blanc, je les revois tout le temps. Et puis bon, pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir retrouvé la famille. Donc, elles m'ont soignée, elles m'ont bichonnée parce qu'elles avaient repris leur travail. Et toujours, en même temps que je dis ça, je plains les pauvres filles qui sont rentrées sans famille du tout. Ces pauvres filles étaient tous dans mon état, malades, maigres et tout. Moi j'avais quelqu'un, je savais qu'on allait me nourrir, qu'on allait m'habiller, que j'avais un toit sur la tête. Et bien ces pauvres filles-là, elles ne savaient même pas, elles avaient quel âge? 17 ans, c'est une 18 ans, et bien elles ne savaient même pas ce qu'elles allaient devenir. Hein. Pour elles, ça a dû être terrible. Et je les admire quand maintenant je les entends parler, elles ont fait leur vie, elles se sont fait leur situation, elles ont des enfants qui sont vraiment quelquefois avec de très très bons postes et tout, alors qu'elles se sont battues pour arriver à ça. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, je me suis laissée encore de nouveau, comme au camp je me laissais traîner, je me laissais faire, et ben à la maison ça a été pareil. Je me suis laissée chouchouter, je me suis laissée nourrir, habiller, soigner. Et puis quand même, au bout de presque 3 ans, là j'ai eu un sursaut d'énergie et j'ai dit ça y est, c'est fini, je ne veux plus être à la charge de personne. Et je me suis mis à travailler. J'avais une sœur qui faisait les marchés à Aubervilliers, à Paris, et en banlieue. Elle était à Avignon, elle était tombée amoureuse d'un jeune homme et bon, il a fallu qu'elle rentre sur Paris, elle l'avait quitté. Le médecin qui me soignait avait dit, tu sais, il ne faut pas aller travailler dans les bureaux, il faut mieux que tu sois à l'air, il faut mieux que tu sois avec les gens, reste pas. Et ma frangine, très heureuse de pouvoir, me dit, si tu veux, tu prends ma place et moi je repars à Avignon. Et donc j'avais une place, je n'ai pas eu à chercher quoi que ce soit. Tout était tout cuit pour moi. Et si j'ai eu une période de malchance, ça a été vraiment une grave période. Mais puisque je suis là, donc il ne faut pas se plaindre. Et qu'après, je touche du bois, ça a été pour moi que de la chance. J'ai eu la chance d'avoir un bon mari, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui ne pose pas de problème. Pour moi, jusque-là, je touche du bois. Je suis en bonne santé et je suis heureuse d'être là. Voilà. J'ai bien raconté ma vie, bientôt on va arriver voilà. Et merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, là dans le camp ça va être très difficile, mais on arrive quand même à se
Ah, bah, je suis prête à répondre à tout ce que vous voulez. Hein. Merci de m'avoir bien écouté.